Il est 7h13 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocat et essayiste Philippe Fontana. Bonjour Philippe Fontana. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Votre dernier ouvrage, La vérité sur le droit d'asile, paru l'an dernier aux éditions de l'Observatoire, mais ça n'a pas pris une ride. Peut-être une petite mise à jour relative à la loi immigration, parue en fin d'année dernière, mais si peu. Ce droit d'asile, justement, c'est celui-là même qui a permis au meurtrier présumé de Philippines de venir et de rester en France, en dépit du mal qu'il y a commis, un viol d'abord en 2019 et donc vraisemblablement le meurtre et le viol de Philippines. On va prendre le temps ce matin avec vous Philippe Fontana de retracer le parcours de cet homme, Taha Walida, et de ce que ça nous dit de notre système d'asile en France. Avant cela, je voudrais vous faire réagir à une autre histoire. C'est dans l'actualité, ça s'est passé à Bayonne. Un migrant clandestin marocain, sous OQTF lui aussi, déjà condamné à 8 reprises alors qu'il n'a que 20 ans. Il vient de prendre 18 mois de prison pour avoir tabassé et volé en Réunion un homme de plus de 60 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire ? Ça m'inspire qu'il n'a rien à faire sur le territoire national. Pour en revenir à monsieur Taha O, ce n'est pas exact, d'après mes informations, qu'il soit venu en France sur le fondement de l'asile. Il serait venu en France par un visa. Il serait arrivé en France au mois de juin 2019. Il devait repartir le 27 juillet. Il est resté. Il a été considéré comme un mineur isolé, donc pris en charge par le service social de l'aide à l'enfance. Il arrive avec un visa de tourisme, tout ça. Il arrive avec un visa de tourisme, et c'est là le premier dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait d'un étranger qui reste sur le territoire national postérieurement à l'étendue de son visa de tourisme? Donc, première faille. Vous êtes irrégulier si vous restez, que votre visa a expiré, vous n'avez plus rien à faire normalement. On n'a plus rien à faire sur le territoire national. Là, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Parce qu'il est mineur. Parce qu'il est mineur isolé. Et c'est là, fin septembre, début octobre, qu'il commet le premier fait, le premier crime, puisqu'il a été jugé définitivement. Donc, il ne bénéficie pas de la présomption d'innocence. Il part en détention. Comme il est mineur, il bénéficie de l'excuse de minorité. Donc, la peine de 15 ans est divisée par 2. Il reçoit 7 ans. Avec les remises automatiques de peine, on est encore dans l'ancien système. Il n'en fera que presque 4 ans et demi, et sa levée d'écrou est prévue le 20 juin 2024 de cette année. Je me permets d'ajouter quelque chose, c'est comme il est mineur au moment de la commission de ce premier viol, vous dites sa peine est divisée par 2, il évite aussi l'interdiction du territoire français. Sa peine aurait pu être assortie de cette mesure supplémentaire, ça n'est pas le cas. Alors effectivement, dans le dossier, il me semble qu'il n'y a pas de peine complémentaire à la peine principale, effectivement, qui s'appelle l'interdiction du territoire français, et qui est décidé par soit la cour d'assises, dans ce cas-là, soit par le tribunal correctionnel. Oui, c'est ce qu'on appelait avant la double peine. La double peine, voilà. Et il faut dire que la loi du 26 janvier 2024, la loi amendée par les LR au Sénat, a permis de faire tomber un certain nombre de protections absolues et relatives. Et il me semble que là, on peut dire aujourd'hui que la double peine est revenue dans notre législation. Ça, par exemple, on avait eu le cas avec Mogouchkov, le tueur du professeur d'Arras. Vous étiez inexpulsable si, par exemple, vous étiez arrivé en France avant l'âge de 13 ans, bien que clandestin. Voilà, ou que vous étiez marié avec une Française, que vous résidiez sur le territoire national pendant plus de 10 ans ou de 20 ans. Donc, ces protections étaient amoindries, surtout pour les personnes qui ont été condamnées pour un délit qui mérite 5 ans, passible de 5 ans de prison. C'est-à-dire, même si vous en faites 6 mois avec sursis, comme il est passible de 5 ans de prison, vous êtes expulsable. Bon, donc la loi immigration de décembre dernier a levé un certain nombre d'exemptions. Mais reprenons le fil du parcours de Taha Walida. Fin juin, il sort de prison. Il n'aurait pas dû être expulsé à ce moment-là, à sa sortie de prison, Philippe Fontana ? Deuxième dysfonctionnement, le préfet de Lyon. Pourquoi le préfet de Lyon ? Parce que le centre de détention, c'est-à-dire la prison où était cette personne, dépend du préfet de Lyon. Donc le préfet de Lyon, au début, décide de prendre un arrêté d'expulsion. Il réunit la commission d'expulsion, on est obligé de la saisir et on est obligé d'auditionner la personne. Eh bien, cette commission est reporté début juillet. Donc le préfet change de pied et décide de prendre un arrêté de reconduite à la frontière. Obligation de quitter le territoire français. C'est une mesure moins forte que... c'est une mesure similaire. L'un, c'est un éloignement, lorsque vous êtes en situation irrégulière. L'autre, c'est une expulsion, que vous soyez en situation régulière ou irrégulière, lorsque
vous êtes un trouble pour l'ordre public. Quelle est la différence éloignement, expulsion? Et c'est une différence de fondement. Oui. L'un, vous... Ça revient au même, au final. Oui, ça revient au même. Oui. Éloignement, expulsion, c'est quasiment la même chose. Donc on s'y prend un peu tard. Il est déjà sorti de prison. On s'y prend très tard, voilà. parce que l'arrêté du préfet est du 17 juin et il sort en prison 3 jours plus tard. Oui. On lui notifie l'arrêté le lendemain, 18 juin, et on prévient, quand je dis on, c'est l'autorité préfectorale, le consulat marocain de Dijon, le 18 juin. Et là, premier dysfonctionnement, le préfet aurait dû beaucoup plus anticiper, suivant les instructions de Gérald Darmanin, ministre à l'époque, circulaire du 12 avril 2021. Oui. Lorsque les personnes sont en prison et qu'elles sont en situation régulière, vous ferez en sorte vous anticipez de tout prévoir, le routing, les demandes de reconnaissance et de laisser-passer pour que cette personne soit mise dans un avion. Donc le préfet, là-dessus, il a commis une grave erreur, il y a un dysfonctionnement. Deuxième dysfonctionnement, les Marocains disent, ce n'est pas le préfet qui doit solliciter le document de voyage, le fameux laissez-passer consulaire. Laissez-passer, mais c'est la direction générale des étrangers en France, c'est-à-dire l'administration centrale. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Voilà, tenez-vous bien, il va s'écouler un mois avant que la DGEF... Juste parce que c'est pas le bon guichet qui a fait la demande. Exactement. Mais c'est incroyable. Présente cette demande aux Marocains. Ça changeait quoi, honnêtement? Le préfet, a le droit quand même de demander. Un mois. Oui. Ça fait perdre un mois. Selon la législation, selon les usages, donc c'est la DGF, puisque la DGF s'est exécutée. Et au final, est-ce que les autorités marocaines, dans cette histoire, font preuve de mauvaise volonté? Non, pas de mauvaise volonté, mais elles ont tardé. Si on n'avait pas eu ce mois de perdu, eh bien, je pense que M. Tahar serait au Maroc aujourd'hui et que Philippine de Carlan serait toujours vivant. On a raté l'expulsion de Tahar Walida. Le préfet de Lyon, M. Pavlenko. Ah, vous pensez que c'est... Vous ciblez nommément quand même. Oui, parce que moi, ma parole est libre. Je ne dépends pas de l'administration, je connais un peu les tenants et aboutissants. J'étais auditeur de l'Institut des études du ministère de l'Intérieur. Donc, à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait une dilution des responsabilités dans l'administration. Et justement, c'est au ministre de l'Intérieur, après enquête, après audition, parce que je suis attaché au principe du contradictoire, de décider si cela mérite une sanction. Alors, Bruno Retailleau, justement, ministre de l'Intérieur, mardi, lorsqu'il est venu sur Europe 1, a dit « S'il faut changer les règles, changeons-les ». Qu'est-ce qu'on change comme règle dans ce système-là? Parce qu'apparemment, il n'y a pas eu tellement de dysfonctionnement. Il y a eu, si, vous avez raison de le dire, des demandes qui ont été formulées peut-être un peu tard, mais en soi, toutes les étapes ont été accomplies. Alors, il y a une difficulté, c'est que le juge a parfaitement appliqué la loi dans toute sa rigueur. Et justement, la loi du 26 janvier 2024. Il faut comprendre que la rétention administrative d'une période maximum de 90 jours n'est pas linéaire. Vous avez d'abord une rétention de 4 jours, ensuite le juge décide ou pas d'une première prolongation de 26 jours, ensuite d'une deuxième prolongation de 30 jours, ensuite exceptionnellement d'une première période de 15 jours, et ensuite encore plus exceptionnellement d'une dernière période de 15 jours. Là, on était dans la dernière période. Donc le préfet de Lyon, toujours lui, sollicite du juge des libertés de Metz. Pourquoi Metz? Parce que c'est là où il y a le centre de rétention. Il y a très peu de centres de rétention en France. Il n'y a même pas 2000 places. Donc, au lieu d'avoir un centre de rétention dans Lyon, si c'était plus facile pour les escortes, pour le travail de l'avocat, du préfet, eh bien, on se retrouve à Metz. Et là, le juge applique l'article L742-5 dans toute sa rigueur. Parce que cet article stipule que, en fin de course, il faut que le trouble à l'ordre public, qu'il définit très bien dans son ordonnance est parfaitement motivé, le trouble à l'ordre public doit intervenir dans les 15 et 1 jours, donc en rétention. Et nouveau dysfonctionnement, le préfet de Lyon, à mon sens, aurait dû interjeter appel de cette ordonnance s'il sentait qu'il y avait un hiatus. Parce que, par exemple, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision le 10 juin qui est beaucoup moins claire que celle du juge de la liberté de Metz. Merci beaucoup pour vos lumières, Philippe Fontana, sur cette affaire philippine. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La vérité sur le droit d'asile, paru aux éditions de l'Observatoire, sur le sujet des laissez-passer consulaires, qui est vraiment le miroir des faiblesses diplomatiques françaises. On y reviendra dans 20 minutes à 7h40 avec notre spécialiste police-justice, William Molinier.